Le Pen qui rend son hommage donc à ces faits de résistance. Le général de Gaulle dit, je parle de la Ve République, hein, et de Gaulle lui-même le dit, Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paix soit sur vous. Nous nous retrouvons pour cette troisième rencontre, ce troisième rendez-vous mensuel, ce que nous allons continuer, Inch'Allah, autour de ces trois axes que nous avons décidé d'aborder chaque fois de façon systématique et régulière. La terminologie, une réflexion sur un certain nombre de mots, sur un certain nombre de notions. Ensuite, une réflexion sur une question sociale, une question politique. Et enfin, une autre réflexion, un autre voyage autour de thèmes liés à la spiritualité, à la religion et à ce qui peut nous être bénéfique dans notre réflexion spirituelle et dans notre éducation personnelle. Ce sur quoi nous allons nous arrêter dans un premier temps, c'est une série de mots, et vous allez voir, apparemment hétéroclites, apparemment sans lien les uns avec les autres, et pourtant ils nous donnent une conception particulière de la façon dont les mots peuvent changer dans l'histoire, dans la façon dont les connotations changent, et la façon dont les mots peuvent être instrumentalisés par ceux qui ont le pouvoir de les utiliser, et ceux qui ont parfois la difficulté du discernement au moment de les entendre, parce qu'ils ont une connotation émotionnelle, parce qu'ils ont une connotation du propos courant. Donc nous allons commencer par ceci, et puis ensuite nous arrêter à la question sociale de l'égalité des chances. Donc d'abord, quels sont ces mots sur lesquels nous allons nous arrêter? Alors effectivement, nous parlons là en français, nous allons nous arrêter sur un champ sémantique français, mais qui a une connotation fondamentale dans toute la francophonie. Ce sont des mots que l'on connaît en Belgique, en Suisse romande, mais qu'on le connaît aussi en Afrique francophone, que l'on connaît même en Asie francophone, pour la particularité de leur usage. Ce premier mot, le premier mot sur lequel on va s'arrêter, c'est celui de gaullisme. Le gaullisme aujourd'hui qui semble être transversalement une référence positive de la droite à la gauche. Vous êtes les héritiers du général de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Je songe au général de Gaulle. Pas toujours dans l'extrême droite, pas toujours dans l'extrême gauche, mais dans ce qui est le spectre central de la vie politique en France, même dans ce que l'on entend en Afrique, eh bien c'est un mot, une notion à connotation essentiellement positive. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? On pourrait mettre en évidence 4 caractéristiques qui sont liées au gaullisme en tant que tel. La première, elle est évidemment liée à la position du général de Gaulle au moment de la guerre. C'est celui qui, face à l'Allemagne, face au nazisme, va être le résistant, celui qui va faire l'appel du 18 juin et qui va finalement être la fierté d'une nation, celui qui va, face à l'aliénation, face à la vilenie, face à la lâcheté, face à la collaboration, se présenter comme l'ultime résistant. Et de ceci, évidemment, dans la mémoire de la France, c'est l'honneur de la nation, l'honneur du pays, c'est le patriote ultime. Nous viendrons sur toutes ces notions tout à l'heure, mais évidemment, De Gaulle, c'est ceci. Et là, il y a, de ce point de vue-là, une transversalité de la reconnaissance de l'homme qui a été la fierté de la nation, la fierté de la République, la fierté de la France. Ça, c'est un premier axe, il est important. Sur l'axe intérieur, ce qu'on ne dit pas et ce que aujourd'hui on minimise, c'est de reconnaître que De Gaulle est un homme de la droite classique, qu'il a une politique de droite, qu'il a une politique qui reconnaît l'ordre économique et le capitalisme ambiant et qui, de ce point de vue-là, même s'il était la voix du peuple, n'en a pas moins été le maillon
des intérêts économiques de son pays, des intérêts de cette droite, de ces riches, et puis d'une droite chrétienne classique, en l'occurrence, qui s'exprimait en France et qui est fondamentalement enracinée dans la mémoire française. Ceci est important, c'est parfois minimisé par ceux qui, à gauche ou du côté du Parti socialiste, seraient enclins à vouloir tirer la couverture, minimiser la politique de droite pour capitaliser sur le symbole de l'homme qui a sauvé la nation. Le gaullisme, c'est ça aussi, c'est une notion qui a changé, qui s'est façonnée et qui, pour la fierté qu'elle exprime, permet à ceux qui utilisent le terme d'en minimiser la véritable dimension politique, idéologique, ça il ne faut pas l'oublier, cette diminution de ce rapport-là à la politique, à cette politique de droite classique qui est traditionnelle, a été minimisée. Les deux autres aspects du gaullisme sont liés, là aussi, c'est l'apport positif de la notion à l'indépendance. De Gaulle, c'est celui qui dira aux Algériens « je vous ai compris ». Je vous ai compris. Mais avant de les avoir compris, il les a exploités, et avant de les avoir exploités, il en est arrivé à avoir compris quand il n'y avait pas d'autre moyen que de comprendre que le peuple algérien allait devenir indépendant économiquement et politiquement, et que ce qu'il a dit, c'est qu'il avait compris qu'il n'y aurait pas d'avenir à la politique coloniale. Et là, on a gardé cette image de Gaulle, on a façonné l'image de Gaulle qui a participé à la libération et a reconnu les désirs du peuple algérien. Il ne faudrait pas oublier qu'avant de l'avoir entendu, il a participé à la colonisation et il a participé à ce qui a été aussi le traitement indigne du peuple algérien par les forces françaises d'occupation. Ça, c'est le troisième volet. Et puis le quatrième volet qui est resté dans l'idée du gaullisme, c'est une certaine idée de la politique moyen-orientale. De Gaulle est celui qui a mis en avant une certaine sensibilité à la cause arabe telle qu'on pouvait l'entendre à partir des années 40, 50, 60, bien entendu dans ce qui a été la tension avec le nouvel État israélien à cette époque-là. Et donc ce qui est resté en France, c'est que le gaullisme, c'est cette sensibilité française à la cause arabe. Oui et non, parce que De Gaulle a dit et a eu une politique arabe, il a aussi eu, à côté de ceci, cette même attitude de la France sur plus d'un siècle, de l'Angleterre sur ce même siècle, qui a été de trahir les États et les leaders arabes, ceux qui avaient participé à l'indépendance, et puis de les exploiter de la même façon. Toujours est-il que, de ce point de vue, ce que nous gardons, c'est une idée du gaullisme qui se façonne positivement autour de la fierté de la nation dans la résistance, le caractère traditionnel de l'appartenance aux racines chrétiennes et de droite de la France, avec cette idée de l'homme qui a reconnu le droit des peuples colonisés et qui a eu une politique arabe qui était une politique de reconnaissance, presque d'affection à l'endroit des Arabes. Cette connotation positive en est arrivée aujourd'hui à s'installer en France au point que finalement De Gaulle, c'est la référence qu'on ne touche pas ou qu'on touche peu ou sur laquelle on ne va pas s'arrêter beaucoup parce que à trop analyser, on pourrait voir que les fondements ne sont pas aussi beaux que ce qu'il en est véritablement historiquement. Le discours qui s'est imposé en France sur la personne de Gaulle a utilisé le capital du résistant pour minimiser la réalité de la politique coloniale, de la politique de trahison et de la politique d'exploitation qu'il a, de ce point de vue-là, promu, lui, de la même façon. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à cette notion? Parce que s'il faut s'arrêter à cette notion, c'est pour se rendre compte que ces notions, à travers l'histoire, prennent des connotations qui montrent combien les peuples et les politiques sont enclins à
changer le sens des mots, changer le sens de l'histoire, dire ici ce qui est positif, imposer ici ce qui est négatif, au point que vous ne savez plus de quoi vous parlez, vous n'avez plus la référence historique, vous n'avez que la couleur du mot que l'on emploie, et puis vous vous lancez à l'utiliser de la même chose que les gens, parce que, justement, on lui a donné une connotation positive quand on a oublié le sens de l'histoire. Gaulliste. Gaulliste. On peut très bien être gaulien. De Gaulle, de ce point de vue, est un acteur de l'histoire dont il ne faut pas minimiser les qualités et le courage, mais dont il ne faut pas faire l'économie de la critique caractérisée sur le plan de la politique intérieure en France, comme de la politique internationale ou comme de la politique coloniale. Et ça nous amène de ce point de vue-là à des notions que lui-même a utilisées et qu'on associe à la figure de Gaulle. Et le premier mot qui apparaît, parce qu'il a été le résistant français, celui qui a exprimé la nation. La nation. Et la nation, c'est la référence, la référence au récit commun du peuple. Le peuple forme nation quand il a une mémoire commune, par opposition à l'État qui est lié à la structure légale et institutionnelle. Donc l'État, c'est la structure légale et institutionnelle, et la nation. Et donc de ce point de vue, on pense la nation de façon forcément positive. Il a été l'expression de la nation, la fierté de la nation par rapport à la présence allemande et par rapport à la résistance, bien sûr. Cette notion de nation, elle n'est positive si et seulement si elle est inclusive. C'est-à-dire que la nation doit être la mémoire commune de tous ceux qui la constituent. Si la nation devient la mémoire de ceux qui la dominent, ou de cette droite traditionnaliste et chrétienne, comme le voudrait par exemple en tirant vers eux le sens de la nation, eh bien l'extrême droite française, identitaire, quand la nation devient l'identité d'une certaine classe, d'une certaine couleur et d'une certaine domination, ce n'est plus la nation, c'est l'enfermement identitaire. Aujourd'hui, les Français se sont séparés. C'est ça la grande histoire. On pourrait reprendre la phrase du général de Gaulle qui suivait et qui disait une phrase terrible, les Français et les Arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre. Mettez-les dans la même bouteille, ils se sépareront. Donc la nation travaille contre la nation inclusive. La nation exclusive de l'extrême à droite qui travaille contre la nation inclusive d'une mémoire collective des mémoires. Des mémoires, une histoire qui intègre les mémoires. Et la nation, ça devrait être ça. Ça devrait être cela si nous en avions véritablement la définition, non pas telle qu'elle est devenue aujourd'hui le propos d'une certaine classe française riche qui elle-même vous parle de communautarisme parce qu'elle en est l'expression la plus manifeste. Nous, on les a fait venir. Par exemple, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup trop de blancs? C'est une question qui se pose? Non, mais bien sûr que ça se pose. Mais il y en a d'autres qui se posent aussi. Maintenant, bon, pourquoi ils ne sont pas là? Peut-être que justement, c'est eux qui n'arrivent pas à être là. Ils n'ont pas envie d'accéder à des postes comme ça, quoi. Ils préfèrent rester au chômage. Oui, peut-être, c'est possible aussi. Ce sont effectivement des communautaristes, au sens où, entre gens de la même appartenance, comme je l'ai dit, classe moyenne, suffisamment riche, en l'occurrence tenant les rênes du pouvoir, souvent blancs, pas très arabes, pas très noirs, et qui partagent cette mémoire classique, ce que je disais tout à l'heure, d'une tradition chrétienne qui est le fondement de la France, eh bien eux ont colonisé la notion de nation pour la réduire à leur appartenance. La nation, c'est nous, et vous, vous n'en faites pas partie. Donc le récit commun est devenu un récit exclusif et qui n'est pas inclusif. Et ça nous amène à une troisième notion. La troisième notion qui nous fait comprendre de la nation, comment nous en sommes arrivés au nationalisme. Et le nationalisme, c'est exactement ce passage réducteur, ce passage qui va dire de la nation que nous avons définie pour nous, eh bien le nationalisme, c'est la célébration de notre récit, de notre appartenance. Que personne ne l'entend et que les quelques rares qui l'entendent sont pour la plupart des nationalistes, des gens de l'Action française qui le rejoignent parce qu'ils veulent continuer la guerre.
et qui devient un nationalisme identitaire. Le nationalisme identitaire, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas uniquement le discours de l'extrême droite. C'est le discours qui s'est installé par rapport à la peur que l'on a de ce qui est perçu comme l'autre. C'est-à-dire, hier, l'immigrant, qui est devenu un immigré, aujourd'hui, celui qui ne nous ressemble pas dans nos rues, il est trop arabe, ou il est trop asiatique, ou il est trop noir, et où il n'est pas de la même religion que nous. Nous sommes une terre catholique. Alors déjà, on avait un problème avec les juifs dans le passé, avec les protestants. On y ajoute aujourd'hui le problème musulman. Et donc, le nationalisme qui devrait exprimer la célébration de la nation commune devient un exclusivisme à l'intérieur de la nation et au point de devenir une expression extrême de l'appartenance identitaire. Et le nationalisme, de ce point de vue, est dangereux. Il est dangereux parce que on passe de célébrer son appartenance à ne considérer que son appartenance comme étant la légitimité de ce qui nous définit. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Alors, je m'appelle Abfette, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. C'est extrêmement dangereux parce que, de façon intérieure, eh bien, c'est exclure une partie de la population. Sur le plan international, c'est développer une arrogance vis-à-vis des nations. C'est l'exception française. C'est le colonialisme légitimé, historiquement. C'est cette idée que l'on se fait de soi à l'exclusion d'autrui. Cette notion du nationalisme aujourd'hui, dans l'ère de la globalisation, est une réaction qui va se nourrir de la peur, qui va se nourrir du rejet, qui va se nourrir du racisme, et il y a une relation tout à fait singulière entre un nationalisme revendiqué et un racisme caché. Pas si caché que ça aujourd'hui. On l'exprime de façon particulière. Cette notion de nationalisme, il faut la distinguer d'une autre notion, qui est celle du patriotisme. Le patriotisme, dire « je me dévoue à ma patrie, j'aime mon pays ». Oui, Rousseau avait raison. Rousseau n'a exprimé aucune mauvaise réflexion quand, entendant son père, il lui dit « aime ton pays ». Ben oui, je peux aimer mon pays. Mais aimer mon pays, ça ne veut pas dire n'aimer que mon pays. Aimer mon pays, ça ne veut pas dire aimer mon pays et détester tous les autres pays. Aimer mon pays, ça ne veut pas dire définir qui est mon pays et exclure ceux qui ne me ressemblent pas dans mon pays, partageant la même citoyenneté. Donc ce patriotisme aussi est un mot très positif. Malheureusement aujourd'hui, les nationalistes deviennent des patriotes. C'est-à-dire qu'ils vont tirer le mot patriotisme vers eux pour dire « nous sommes les patriotes, nous sommes la nation, nous sommes la France ». Les patriotes revendiquent 6500 adhérents, une donnée impossible à vérifier. Un fan club hétéroclite, quelques novices, beaucoup d'anciens frontistes, d'autres ayant fait leurs armes à gauche, comme cet ancien militant auprès de Chevènement puis de Mélenchon, aujourd'hui adepte de Florian Philippot. Et développer à travers ces mots, dont ils ont changé le sens, la justification d'un racisme ordinaire, d'une xénophobie qui s'installe. Et c'est à nous aujourd'hui, par rapport à toute cette terminologie, d'en connaître les différentes significations et pas seulement. Il ne s'agit pas simplement de sémantique, il s'agit d'un rapport à l'histoire. Il s'agit de connaître l'histoire pour connaître le sens des mots. Il s'agit de savoir qui est De Gaulle. Parce que De Gaulle, ça n'est pas simplement le résistant français au nazisme allemand. De Gaulle, c'est une politique française qui a aussi exploité, qui a aussi légitimé le colonialisme et qui ne s'est arrêtée quand il n'y avait plus de possibilité de le faire. Et la nation, elle veut dire quelque chose. Quand on nous a dit à nous, nouveaux immigrés, anciens citoyens, que finalement il fallait que nous nous intégrions à l'État, on nous a menti sur la nation. Et maintenant on nous ment sur la nationalité et maintenant au nom du nationalisme, nous entendons que nous ne faisons même pas partie de la nation et que nous ne pouvons pas être patriotes. Ces mots
il faut les réinvestir, les redéfinir avec confiance, avec définition, mais sans éviter la conscience critique de celui qui comprend que son appartenance à cette terre n'aura jamais raison de son appartenance à l'humanité. Parce qu'au-delà de tous les mots dont je viens de parler, c'est l'humanité qui est l'appartenance ultime. Le reste, ce ne sont que des considérations historiques et géographiques. Et il ne faudrait pas que l'histoire et la géographie aient raison de mon humanité. Je pense que pour paraphraser le général, il aurait dit « il ne suffit pas de sauter comme un cabri et dire De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle pour se réclamer du gaullisme ». Voilà, pour cette première partie de notre rendez-vous mensuel. À tout à l'heure, à tout de suite pour une seconde réflexion sur l'égalité des chances. Rebonjour donc, nous voilà pour notre deuxième partie, celle qui a trait à la discussion sur une réalité sociale, sur une dynamique sociale, sur un constat par rapport à nos sociétés aujourd'hui. Il y a une notion et une idée sur laquelle beaucoup de sociologues, beaucoup de politiques, beaucoup même de philosophes, de pédagogues se sont arrêtés, c'est celle de l'égalité des chances. Et il faut bien entendre la construction de la formule. L'égalité des chances, c'est pas simplement la reconnaissance de l'égalité de chacun devant la loi. Ça, c'est un état. Nous sommes égaux devant la loi. L'égalité des chances, c'est un tout petit peu différent. L'égalité des chances, c'est dans une dynamique sociale par rapport à une situation. Alors, on va prendre 4 exemples. Le premier exemple, c'est l'égalité des chances quand c'est lié, par exemple, à l'éducation. Être à égalité de chances dans la réussite de son parcours scolaire. L'égalité des chances, c'est l'égalité des chances par rapport à l'habitat, c'est-à-dire que nous vivons dans une société où nous savons, les sociétés, par la force des choses, se déterminent par une géographie qui dit quelque chose du statut social des gens. Toutes les géographies. Victor Hugo disait une chose qui était tout à fait intéressante, il disait finalement l'architecture sur la Terre, c'est l'écriture de l'homme sur la Terre. Alors, il se trouve que l'homme, quand il écrit sur la Terre, n'écrit jamais de façon égalitaire. Il porte en lui les stigmates de son propre inégalitarisme, de son propre rapport au pouvoir. Et donc, nous écrivons dans le rapport de force. Et la géographie, eh bien, elle est la réalité. Est-ce qu'on a une égalité des chances de pouvoir habiter ici ou là? Parce qu'habiter ici peut être émancipateur, habiter là peut être aliénant. La réalité de la géographie dit énormément. Donc ça, c'est une politique urbaine. Dans la politique urbaine, est-ce qu'on a l'égalité des chances? Il y a une troisième dimension de l'égalité des chances. Donc la première, c'est l'éducation. La deuxième, c'est l'habitat. La troisième, c'est par rapport à l'emploi. C'est-à-dire, est-ce que je peux, comme mon voisin, comme n'importe quel autre citoyen, accéder à un travail avec la même chance, c'est-à-dire les mêmes opportunités, la même reconnaissance de ce que je peux apporter à ma société. Et puis il y a, bien entendu, le rapport à l'égalité des chances par rapport au pouvoir, puisque toute société se détermine par un type de rapport au pouvoir. Le pouvoir, c'est la gouvernance, ça peut être l'autorité locale, devenir maire. Est-ce que j'ai les mêmes chances que mon voisin de devenir maire du lieu où je vis, ou de devenir un élu, ou de devenir un politique, ou au-delà de simplement la fonction de l'emploi, eh bien la représentation d'un pouvoir, d'une souveraineté sur un espace donné dans la société. Donc vous voyez que l'égalité des chances, et là je n'ai fait qu'un résumé de 4 éléments. Chacun de ces éléments, vous y verrez une complexité de données dans l'égalité des chances. Quand c'est l'éducation, quand c'est la demeure, quand c'est l'emploi ou quand c'est le pouvoir. Chacun de ces domaines est plein de subdivisions. On n'a pas le temps en 15-20 minutes de voir tout ceci, il faut donc s'arrêter à une réflexion plus générale. Dans l'égalité des chances, il y a donc toute cette dynamique qui est sur le plan social. Comment est-ce que je peux accéder, ou est-ce que je peux accéder égalitairement à mon voisin à une situation d'éducation, une situation, etc. Les 4 points que j'ai mentionnés tout à l'heure.
Et c'est là où il faut ajouter non pas simplement l'état d'égalité devant la loi, mais la dynamique, c'est-à-dire comment dans le mouvement ceci va s'imprimer. Alors je vous prends un exemple tout simple. Vous pouvez devoir faire un 100 mètres, une course de 100 mètres. Vous êtes deux et vous êtes à égalité au départ pour faire ces 100 mètres. La seule différence entre vous et votre voisin, c'est que vous, vous avez vos deux jambes et que lui, il a une béquille. Vous êtes à égalité, le champ de la course est égalitaire, c'est à 100 mètres que les choses se décideront, mais tout dans votre état fait que l'égalité des chances n'est pas ici la même. Vous êtes à égalité d'état, à inégalité de chance, parce que celui qui tient la béquille, il part avec un handicap. L'égalité des chances, c'est de considérer non pas simplement que nous sommes les deux sur la même ligne, mais de considérer que celui qui a une béquille, on lui a donné les moyens de pouvoir entrer en compétition avec celui qui n'en a pas. Car sinon, ce n'est pas une égalité des chances, c'est une mise en scène d'égalité qui entretient l'inégalité du statut et l'inégalité de la chance d'y parvenir. Donc, vous avez la même distance, vous partez du même endroit, mais vous n'êtes pas équipés de la même façon. L'inégalité des chances, c'est ça. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi grave que ça, et c'est aussi complexe que cela. Et donc, dans l'égalité des chances, quand nous regardons aujourd'hui l'école, eh bien, effectivement, l'école, elle est obligatoire pour tous. Vous arrivez, vous êtes un jeune, vous venez d'une famille, dans cette famille, il y a de la culture, il y a de la discussion, il y a un cadre social qui vous permet de vous épanouir. À côté de ceci, vous venez d'une autre famille dans laquelle il n'y a pas de discussion, dans laquelle il y a de la pauvreté. Puis on vous dit l'école est égalitaire. Ben oui, vous rentrez dans la même école, apparemment. Vous pourriez normalement, statutairement, vous devriez entrer dans la même école, mais vous n'êtes pas équipé de la même façon. Ici, pendant une journée, vous entendez jusqu'à 1500 à 2000 mots différents. Ici, vous en entendez 120, 150. Ici, les mots pour le dire façonnent votre intelligence. Ici, les coups à recevoir détruisent votre sens du rapport au réel. Vous avez la même école, mais vous n'avez pas les mêmes chances. Qu'est-ce que doit faire l'école de ce point de vue-là? Qu'est-ce que doit faire la société? Eh bien, elle doit tenir compte de tout l'environnement, c'est-à-dire non pas simplement se suffire de donner une école, mais d'équiper les jeunes à y parvenir. Et pour équiper les jeunes à y parvenir, il faut prendre en compte l'état de la société, il faut prendre en compte l'histoire des jeunes. C'est-à-dire, de là où tu viens, je sais que ton histoire, la blessure sociale, la blessure de l'exil par exemple, eh bien c'est une béquille que tu portes. Tu n'auras pas les deux jambes que l'autre aura. Et donc ça veut dire qu'une politique juste doit être une politique qui entretient en amont le fait d'équiper les gens avec ceci. Ça veut dire une école qui va être adaptée aux besoins sociaux. Que voit-on aujourd'hui? Non seulement les meilleures écoles sont placées là où les gens en ont le moins besoin, c'est-à-dire ils marchent sur leurs deux jambes et ils vont vite, mais là où il y a toutes les béquilles de l'exil, du mal-être social, de la pauvreté, eh bien c'est encore une école qui, elle, est censée être une école qui leur permet de parvenir, mais dont toutes les voies sont bouchées. C'est-à-dire une école de seconde classe pour des jeunes qui ne sont pas équipés égalitairement dans leurs chances de réussir. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Et après, si ceux-ci se plaignent, nous disent « mais arrêtez de jouer aux victimes, au moins ici vous avez une école ». Certes, oui, bien sûr. Si on compare la France à l'Afrique, il y a au moins l'école en France, et il y a au moins l'école dans les cités et les banlieues. Mais quelle école? De quelle école parle-t-on? Plutôt que de regarder simplement la loi qui dit « vous avez une école », regardons la réalité qui dit « quelle école ?» Comment les choses sont faites? Quel enseignant vous en... Écoutez, mais simplement avec le minimum d'intelligence, dans une école qui a besoin d'équiper les jeunes pour leur permettre de prendre leur élan. C'est là où vous devez mettre les meilleurs profs et les plus expérimentés, ben on fait le contraire. Dans ces écoles-là, on envoie ceux qui sont le moins expérimentés, et puis dans les écoles bien protégées, on envoie les profs les plus expérimentés et les plus équipés. On fait une troisième erreur. Donc l'égalité des chances sur le plan scolaire demande une révision de notre rapport aux dynamiques sociales,
dans une cité, dans un espace où il y a pauvreté, déclassement, violence, marginalisation, il faut une école qui équipe les jeunes à pouvoir dépasser toutes ces béquilles qu'ils portent. Parce qu'il y a une béquille de la mémoire, parce qu'il y a une béquille de la fracture sociale, parce qu'il y a une béquille de la violence, parce qu'il y a une béquille de la monoparentalité dans certaines situations. On est tout seul avec sa maman, et sa maman, elle peut pas tenir, ou le papa ne peut pas tenir. Eh bien, l'égalité des chances, c'est aussi ceci. Ajouter à cela, l'égalité des chances, qui serait une vraie politique sociale, devrait aussi considérer la géographie. Dire à des gens, vous êtes des communautaristes, vous voulez rester entre vous. Non mais attendez, qui nous a mis entre nous? Qui a fait qu'à un moment donné de notre histoire, nous nous retrouvions déclassés entre nous dans des habitats où on entend tout ce qui se passe du 5e au 1er, et vous êtes dans vos communautés, dans vos résidences, et vous nous parlez d'une communauté fermée, mais qui a enfermé qui et où? Pour qu'aujourd'hui on nous dise, vous avez l'égalité des chances. Non. Quelqu'un qui sort de la cité, il n'a pas l'égalité des chances. Et il faudrait que ceux qui sortent de la cité, qui ont réussi, cessent de dire et de répéter à haute voix ce que disent ceux qui sont dans les résidences. Moi, j'entends des gens qui sortent des cités, disent « moi, je m'en suis sorti ». Oui, mais toi, t'es l'exception. Et on dit « oui, les autres jouent aux victimes ». Non. Ils ne jouent pas aux victimes, ils sont victimes d'un ordre social qui les maintient. Parce que le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas simplement que l'ordre se maintient, c'est qu'il y a une volonté politique de maintenir cet ordre-là. Mais c'est ça qui est le plus grave. L'émancipation de toutes ces jeunes femmes et de tous ces jeunes garçons qui sont dans les cités, en France, en Belgique, en Angleterre, même aux États-Unis, dans ceux qui sont les inner cities, là où sont les Noirs, eh bien, ceux-ci, s'ils sortaient éduqués, ils seraient le plus grand danger de ceux qui tiennent le pouvoir et qui n'ont pas envie de les voir émerger. Il y a le discours qui vous dit « émancipez-vous », puis il y a la politique qui vous dit « mais on vous en empêchera ». Ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Donc, une égalité des chances. Une égalité des chances, elle doit considérer tout ceci sur le plan de l'habitat. Je veux dire, il n'y a pas d'égalité des chances sociales s'il n'y a pas de véritable politique urbaine. Parce que l'espace dans lequel on vit, si vous ne vous voyez que du gris, si vous ne voyez que de la misère, si vous ne voyez que du déclassement social, que si vous ne voyez que des espèces de barres de fer, des immeubles qui sont à l'abandon, eh bien, quel espoir vous pouvez entretenir? Je veux dire, on ne peut pas avoir plus d'espoir que la réalité nous en donne, quand la réalité quotidienne, eh bien, elle nous enferme dans des espaces gris. Gris. Dans lequel l'espoir devient impossible. Donc ça, c'est par rapport à la politique urbaine. On va ajouter de ce point de vue-là tout ce qui concerne l'emploi. Je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On nous dit, oui, il faut une égalité des chances. Alors déjà, vous êtes déclassés scolairement, puis on en vient sur le marché de l'emploi. Et puis sur le marché de l'emploi, l'égalité des chances, eh bien, c'est même pas nous qui le disons, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes, tous ceux qui vous disent, quand vous arrivez avec un nom qui est pas tout à fait blanc, ou qui a un nom qui est un peu arabe, ou qui a un nom arabe, ou noir, ou asiatique, ou perçu comme tel, avec un petit accent, l'opportunité des chances, ou l'égalité des chances, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même de fait, puisque celui qui vous accueille, il a la couleur de celui qui l'attend. Et c'est pas vous qui êtes attendu. Donc, encore une fois, ce qu'il faut comprendre de ce point de vue-là sur le marché de l'emploi, c'est que l'égalité des chances est un leurre. Alors, entre l'école, entre l'habitat, et puis tout ce qui va être considéré comme l'emploi, le marché de l'emploi, qui est l'exploitation, qui est la discrimination à l'emploi, qui est le fait que vous pouvez être équipé. Je veux dire, mais en plus, là, on n'est pas en train de parler simplement des personnes qui sont de classe modeste ou qui n'arrivent pas. Non, vous êtes médecin, vous êtes enseignant, vous êtes équipé scientifiquement. Si vous n'avez pas la couleur de l'emploi, si vous n'avez pas le statut ou l'idée ou la participation à cette idée que le pays peut se faire de lui, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France, eh bien, vous allez toucher ce qui s'appelle le
plafond de verre. Ce que les femmes du mouvement féministe ont expliqué depuis des décennies, eh bien ça ne se passe pas uniquement pour les femmes, ça se passe pour tous ceux qui ne sont pas considérés comme légitimes à être là où ils sont. Donc vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, si votre couleur ne s'y est pas, si votre genre ne s'y est pas, si votre histoire ne s'y est pas, eh bien vous vous cognez. Donc on vous dit, vous avez l'égalité des chances. Oui, oui, vous savez, on reprend l'exemple. Vous êtes sur la même ligne, vous allez faire les 100 mètres, mais il se trouve que sur les 100 mètres, il y en a un qui a la voie libre et l'autre, il y a un mur de verre, il ne le voit pas, mais il va cogner dedans. Il va cogner dedans parce que c'est l'ordre institué. Il dit, vous courez sur 100 mètres, il y en a un, il n'y a rien qui l'empêche, et l'autre, il ne pourra pas parce que ce dont on ne parle pas, ce mur, ce plafond de verre existe. Et c'est d'autant plus vrai sur le plan politique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'arrête et puis qu'on se dit de toute façon la cause est perdue? Non. Il faut comprendre ces dynamiques-là. Il faut comprendre ceci et en les ayant compris, il faut les analyser, il faut développer une vision, une compréhension, un engagement social et politique pour aller à l'encontre de ça. Et vous allez voir que, en fait, il faut passer par le dernier axe pour nous permettre de changer les trois premiers. Et le dernier axe dont j'ai parlé, c'est celui du politique. C'est celui de l'égalité des chances à une représentation politique dans son pays. À un moment donné, il faut comprendre que sur le plan local, sur le plan de l'autorité locale, il y a des choses qui se décident au niveau de la mairie, qui se décident au niveau de sa proximité. L'égalité des chances, il faut qu'elle passe par là. Il faut aussi que l'on comprenne qu'il faut devenir un élu, qu'il faut devenir un acteur de sa société, en comprenant par son expérience ce que vivent ceux qui vivent la discrimination et la non-égalité des chances sur le plan scolaire, sur le plan géographique et urbain et sur le plan de l'emploi, est de faire son travail. Donc, reconnaître et répéter aux sociétés occidentales aujourd'hui, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Belgique, en France, en Suisse, partout en Europe, que la réalité de la discrimination, de la non-égalité des chances est un fait avéré, que l'on entretient, que l'on amplifie, voire même que l'on a envie de préserver pour des intérêts non dits, pour des expressions qui sont entre accaparer le pouvoir, garder l'argent, et imposer son idée de l'identité dominante, c'est-à-dire la nôtre souvent. Mais une fois que l'on sait ceci, ça veut dire qu'il faut s'engager. Et il faut s'engager à, finalement, ce que je répète depuis des années, réconcilier nos sociétés avec leurs principes. Alors qu'on vous dit, vous êtes un étranger à notre société, il faut que l'acteur aujourd'hui parle de l'intérieur de la société, dit non, non. Vous êtes étranger à vos principes. Je suis l'expression réelle de la réconciliation des principes avec ce pays. En fait, l'étranger, c'est vous. Mais vous n'êtes pas un étranger de couleur, vous n'êtes pas étranger d'appartenance, vous êtes étranger à vos principes. Vous êtes en contradiction avec votre propre propos et je suis un agent de réconciliation et de paix. Cela veut dire qu'il faut avoir le courage de l'engagement social, il faut avoir le courage de l'engagement politique, il faut avoir le courage de ses principes et de faire attention à une chose qui est déterminante. Ne jugez jamais trop vite du pouvoir de réussite de quelqu'un, parce qu'il se pourrait que quelqu'un qui n'arrive pas est quelqu'un qui n'était pas équipé pour y arriver. Et que si on le juge sur le seul fait qu'il n'y arrive pas scolairement et humainement, c'est que nous n'avons pas considéré ce que notre société faisait de lui et le déshumanisait au point qu'il n'y arrive pas. Non pas pour le victimiser, mais pour lui donner les moyens de s'humaniser, de pouvoir s'émanciper et d'être libre. C'est notre devoir, c'est notre fonction, c'est notre engagement. Voilà pour la deuxième partie. Je vous retrouve tout de suite pour une réflexion plus spirituelle sur la notion de patience et persévérance. Bismillahirrahmanirrahim. Rebonjour. Nous voilà pour notre troisième partie.
Comme je vous l'avais dit, on va réfléchir ensemble à cette notion. Encore une fois, c'est une notion qui est centrale dans la compréhension de notre foi, la compréhension de notre spiritualité, la compréhension de notre religion, et elle est as-sabr. As-sabr, qu'on traduit communément par la patience, et j'ai également souvent répété qu'il n'était pas simplement question de patience, qu'il était question d'endurance, c'est question de persévérance. Et si vous voulez, le problème avec les notions, c'est pas le problème, mais la richesse du vocabulaire arabe ou de la terminologie coranique, c'est qu'un mot, parce qu'il renvoie à sa racine, ou parce qu'il est déterminé par son contexte, est polysémique. Il a plusieurs sens, ou si vous voulez, pas simplement plusieurs sens, il a des nuances dans ses définitions. La patience, en général, c'est, encore une fois, le fait d'attendre en étant passif. On est patient quand on attend que quelque chose arrive. La persévérance, c'est encore autre chose. C'est agir et, contre vents et marées, continuer son action. C'est-à-dire, c'est la patience dans l'action. Et l'endurance, c'est la patience dans l'adversité. Vous voyez un tout petit peu la nuance? La persévérance, c'est je continue à agir malgré les difficultés, ou je continue à agir quel qu'en soit, dans l'action. C'est-à-dire, je continue à agir dans l'action. L'endurance, c'est j'ai un courant contraire, il y a quelque chose qui m'oppose, et donc je suis endurant, je continue à agir contre, et c'est toujours de la patience. Donc vous voyez, cette notion, elle est, encore une fois, pleine de nuances, et elle est polysémique au sens de plusieurs sens. Mais avant même de rentrer dans ce que cela veut dire sur le plan spirituel, il faut faire un pas en arrière, celui qu'on fait rarement. Souvent, on rentre dans la notion, on ne comprend pas, en ne comprenant pas que la notion est éclairée par l'univers qui lui donne sens, ou la conception du monde et de l'homme qui lui donne sens. C'est-à-dire, il faut, avant de porter le mot qui me définit, comprendre le mot dans lequel je m'inscris. Donc le mot, dans le monde dans lequel je m'inscris, il est ma conception du monde, et puis ensuite le mot va me définir ou ne pas me définir. Alors pour bien comprendre cette notion de patience, il faut, avant cela, faire ce pas en arrière et considérer la relation à Dieu et la relation à l'univers. La relation à Dieu et à la relation à l'univers, elle doit se nourrir, et vous allez voir que c'est un double mouvement, elle doit se nourrir d'une compréhension du rapport à Dieu et au monde, et puis dans l'action, une certaine façon de concevoir la vie, le monde, l'agir, et les deux vont se nourrir. En d'autres termes, il y a un état qui est celui de comprendre ma relation à Dieu, il y a une action dans le fait de vivre avec Dieu, et cette action dans le fait de vivre avec Dieu va avoir un impact sur l'état dans lequel je suis avec Dieu. Mais avant même d'entrer dans l'action, il faut se nourrir de cet état. Et se nourrir de cet état, c'est de comprendre une chose. Quand Dieu parle de l'univers, quand Dieu parle du monde, quand Dieu parle de l'humanité, que dit-il? Que nous dit-il? Que nous révèle-t-il? Ce qu'il nous dit d'abord de lui, c'est son unicité. Allahu la ilaha illa. Il n'y a de Dieu que Dieu. El-Hayy el-Qayyum, celui qui est vivant et celui qui est l'absolu. Donc il y a cette idée qu'au-delà de la réalité de ce monde visible, il y a la présence de Dieu qui est celui qui est l'unique, qui est le vivant, qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas et qui a toutes ces qualités qui sont liées, on le sait, au nom de Dieu en même temps qu'à ses attributs. Déjà, il faut commencer par là. Pourquoi? Parce que ma patience, ma persévérance, mon endurance vont être nourris, vont être teintés par la lumière qui viendra de ma compréhension du Dieu unique qui est Ar-Rahman, celui qui est le tout miséricordieux et le tout compatissant. Donc il est unique et il faut que je me souvienne toujours de ceci, à savoir que
ma façon d'être avec ma patience va être nourrie par ma façon d'être dans ma compréhension de Dieu et de ma compréhension de sa présence. Ma patience doit beaucoup à sa présence. Mais encore faut-il que je pense à sa présence pour pouvoir donner naissance à ma patience. Donc la présence, Dieu déjà. Deuxième des choses qui nous est dite dans son unicité, parce qu'il est aussi, encore une fois, il faudrait s'arrêter sur tous les noms, mais il est Salam, il est la paix, il est El Jamil, il est celui qui est beau, il est toutes ces notions-là sur lesquelles, qui nous donnent une certaine idée du Dieu créateur. Maintenant, ce qu'il nous dit aussi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est sur cette terre, tout ce que vous voyez, le visible et l'invisible, al-zahir wal-batin, c'est-à-dire, lui il est al-zahir wal-batin, lui il est le visible et l'invisible, et ce qu'il dit, c'est que non seulement il est le visible et l'invisible, mais le visible et l'invisible de ce qu'il a créé, ça lui appartient. Il est le maître de tout ceci. Et cette notion de la possession, du maître, du souverain, de l'ultime souverain, dont la souveraineté s'exprime par la miséricorde, et dont la miséricorde est l'expression visible de son amour, parce qu'il aime ceux qui viennent à lui, parce qu'il aime ceux qui sont patients, parce qu'il aime ceux qui croient, eh bien, cette idée-là de cette propriété du tout, il est de nous dire attention, regardez ce monde-là, cet ordre, c'est ma volonté. Cet ordre, c'est ma volonté et j'ai voulu, pour vous, l'ordre des choses tel qu'il est. Et dans la reconnaissance de ma présence, sachez voir et sachez vivre le respect de l'ordre des choses. Ça, cette idée-là, qu'il est le maître de tout, elle va nourrir aussi notre relation à ce tout, à ce monde, à cet univers, à cet ordre. Et la particularité de l'ordre du monde, c'est qu'il y a des désordres, c'est qu'il y a des catastrophes, c'est qu'il y a des souffrances, c'est qu'il y a des séparations, c'est qu'il y a la mort. Mais cet ordre, c'est l'ordre de ma miséricorde. Et donc, quand on fait un pas en arrière et qu'on est avec Dieu dans cette présence, dans l'idée qu'il est avec nous, que ce qui est autour de nous lui appartient, que ce qui est autour de nous non seulement lui appartient, mais ce qui advient, ce qui se passe, participe de sa volonté. Eh bien, c'est une compréhension qui va nourrir une troisième attitude. Cette troisième attitude, c'est ce qu'il nous dit, c'est « je suis », tout cela m'appartient, et ce qui doit découler du fait que ceci m'appartient, c'est « ayez confiance ». Ayez confiance. Et quel est le mot qui traduit en islam et en arabe le mot de confiance? Eh bien, c'est le mot que l'on traduit en français par foi. C'est la notion de iman. Iman, c'est el-aman, c'est un espace de confiance et de sécurité. La foi, c'est cet espace où je suis en sécurité avec l'unique, dans l'ordre de l'unique, étant confiant en sa miséricorde. Ça, il faut le nourrir. Et il faut le nourrir pas simplement en étant assis en disant « ben oui, Dieu est présent et puis l'ordre est tel qu'il est. » Non, ce qui va nourrir tout ce que je suis en train de traduire ici, en ayant fait un pas en arrière, c'est que pour pouvoir vivre tout ce que je viens de dire, cela va se traduire dans notre agir dans le monde. Et c'est là où cette notion de sabre prend tout son sens. Cette notion d'abord de la patience, d'être avec Dieu et se dire, mais dans ce qui m'arrive dans cette vie, si j'ai foi, j'ai confiance. Et si j'ai confiance en l'unique qui est, je dois comprendre que l'ordre qu'il veut, il le veut pour mon bien aussi. Jamais Dieu ne peut vouloir dans l'ordre qu'il veut pour moi, parce qu'il est le très bon et le très généreux, ne peut vouloir quelque chose qui me fera du mal. Même si j'ai mal, même si à l'instant où je le vis, je peux avoir mal. Le mal que je vis à cet instant précis, dans l'ordre des choses, c'est le bien qu'il me veut. Je répète, le mal que je vis à l'instant, dans l'ordre qu'il veut, c'est le bien qu'il me veut, parce qu'il est le suprême bien. Et que vous compreniez, de ce moment-là, quand vous faites un pas en arrière,
qu'en entrant dans le monde avec la présence de Dieu, la confiance en son amour et en sa miséricorde, eh bien les choses changent. L'événement qui vous arrive n'a pas tout le sens. L'événement, c'est un événement avec un sens dans le sens global, dans le sens cosmique, dans le sens que Dieu a voulu. Et ça veut dire, à partir de ce moment-là, que vous comprenez mieux le sens du sabre. Le sabre dans la patience, c'est de dire, le sabre, ma patience est nourrie par ma confiance, par cette idée que je me fais du monde, de ce que Dieu veut pour moi, du bien qu'il me veut. Et je dois comprendre que si le monde me fait mal, que si la souffrance peut détruire et déchirer mon cœur, dans ce moment de ma vie, dans l'ordre qu'il a voulu, il y a du bien si je garde confiance. Et comment est-ce que je montre que je garde confiance? En étant plein de patience. C'est la patience qui est la visibilité de ma confiance. La patience dit ma confiance. Et ma confiance nourrit ma patience. Mais pourquoi est-ce que j'ai confiance? Pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est tout prêt, tout lui appartient et il veut le bien. Cette idée de la patience, elle se nourrit maintenant de quelque chose qui est à la fois beaucoup plus ample parce cette notion intègre le monde, mais elle intègre mon cœur dans la confiance, elle intègre ma foi. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Il nous dit, ben oui, il faut être patient avec tout ce qui arrive sans ta volonté, mais il faut être persévérant dans tout ce que tu vas faire à partir de ta volonté. À partir de ta volonté, tu vas trouver l'épreuve, et tu vas trouver le mal, et tu vas trouver les traîtres, et tu vas trouver ceux qui te veulent du mal. Et dans ce travail-là, dans ton action pour le bien, dans ton action pour la réforme, sois persévérant. Parce que cette persévérance, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle traduit? Toujours la même notion, ta confiance. Et ta confiance, qu'est-ce que c'est? Ta foi. Et ta foi, qu'est-ce que c'est? Ton lien. Et ton lien, qu'est-ce que c'est? Dieu est présent. Et Dieu ne te lâche pas. Et Dieu ne te laisse pas. Jamais tu n'es seul. Jamais. Quel que soit ce que le monde te dit de ta solitude, Dieu te dit dans ta solitude, je suis avec toi. Je suis là et je t'accompagne. Cette attitude, elle est cette notion de la patience dans l'action, de la persévérance et de l'endurance. Parce que qu'est-ce que c'est que la vie? La vie de cette femme ou de cet homme avec Dieu, dans cet ordre qui lui appartient, dans cette bonté qu'il exprime malgré les souffrances et malgré les difficultés et malgré les morts et malgré la séparation, malgré ce qui peut arriver de pire, eh bien, ce qui nous est dit, c'est « il faudra être un homme, il faudra être une femme, il faudra être un être humain ». Et comment est-ce que ceci se traduit? Par cette confiance en Dieu, la foi, par cette patience, quoi qu'il advienne, par cette persévérance dans l'action et par cette endurance, quoi que l'ennemi veuille de toi. Et ce qui est le plus important, ce que nous dit la patience et la confiance, c'est que jamais l'ennemi ne doit décider de ta réaction. Tu n'es pas la réaction de l'ennemi, tu es le signe de l'ordre cosmique. Tu dépasses son adversité par ta confiance en celui qui est l'unique. Ce n'est pas ton adversaire qui décide de tes principes, c'est ta confiance qui décide de ton comportement. Ce sont tes principes. Tu appartiens à tes principes avant d'être le jouet de ton opposant et de ton ennemi. C'est aussi ça la patience. La patience, c'est que quand... La patience, vous savez, en islam, on ne tend pas la deuxième joue quand on nous a frappé, mais on ne frappe pas très vite quand on nous a frappé. On réfléchit à 2 fois. Tu m'as frappé, mais je ne serai pas celui qui va te répondre. Ça n'est pas œil pour œil sans réflexion, c'est œil pour œil. Et si dans ma réflexion je peux te pardonner, alors je te pardonne. Parce que ma patience est plus forte que ton adversité. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.